En juillet 1985, Christa McAuliffe avait laissé derrière elle plus de 1000 autres enseignants et enseignantes. Elle fut choisie pour devenir la première civile à voyager dans l'espace à bord d'une navette spatiale. Pour l'Amérique, elle était bien plus qu'un simple membre d'équipage. Elle était un symbole, une institutrice du New Hampshire, sympathique, simple, curieuse, pleine d'enthousiasme. Elle devait donner des cours depuis l'espace et inspirer toute une génération. Quelques mois plus tard, quelque chose se produisit, quelque chose qui reste encore, je crois, aujourd'hui, l'un des moments peut-être les plus sombres de l'histoire de la conquête spatiale. Quelque chose ne va pas, on dirait qu'il y a une deuxième traînée de fumée. Le 28 janvier 1986, le ciel au-dessus de la Floride était clair, presque anormalement clair. Aucun nuage, aucune tempête, seulement une lumière bleue, des caméras, des visages distendus et tout un pays qui regardait. Des millions d'Américains étaient assis devant leur télévision, parmi eux d'innombrables écoliers qui ce matin-là ne voulaient pas seulement voir une fusée, ils voulaient voir leur institutrice. Ils voulaient une pique assister au moment où une personne comme eux quittait la Terre pour partir dans l'espace. À 11h38, Challenger quitta la rampe de lancement. Les moteurs rugirent, le feu jaillit des boosters. L'immense machine s'éleva lentement, presque majestueusement, dans le ciel. Dans les tribunes, les gens applaudirent. Dans les salles de classe, les enfants criaient de joie. Pendant un court instant, on eut l'impression qu'un rêve devenait réalité, mais seulement 73 secondes plus tard, tout changea. Une gigantesque boule de feu apparut dans le ciel. Les images télévisées tremblèrent, les voix se turent, les applaudissements cessèrent. En un instant, Challenger avait disparu, emportant avec elle 7 personnes, 7 familles, cette histoire de vie et un rêve qui devait rapprocher l'Amérique de l'espace. Du moins, c'était l'histoire racontée au public ce jour-là. Un accident soudain, une fin immédiate, aucun temps pour réfléchir, aucune douleur, aucune conscience, juste un moment tragique passé plus vite que quiconque ne pouvait le comprendre. Mais était-ce vraiment le cas? Reste bien jusqu'au bout, car cette histoire n'est pas seulement celle de la technologie, des fusées et d'un joint défectueux, c'est une histoire d'avertissement ignoré, d'hommes et de femmes qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde et d'une vérité bien plus difficile à supporter que l'explication officielle. Près de 40 ans plus tard, des documents longtemps restés secrets refirent en surface. Des analyses techniques furent réexaminées, les témoignages dormiers des ingénieurs furent comparés et surtout, il y avait les débris retrouvés au fond de l'océan Atlantique. Ces preuves dressaient un tableau bien plus bouleversant que tout ce que le public avait appris à l'époque. Car la véritable question n'a jamais seulement été pourquoi Challenger avait été détruite. La question bien plus cruelle était qu'est-il arrivé aux 7 personnes ensuite? Beaucoup pensent déjà connaître l'histoire de Challenger, les joints défectueux, l'explosion, l'erreur de la NASA. Pourtant, c'est précisément ici que commence la véritable tragédie. Le soir précédant le lancement, le 27 janvier 1986, une réunion de crise eut lieu loin de la Floride. Au siège de Morton Thiokol, dans l'Utah, des ingénieurs restèrent enfermés pendant des heures dans une salle de conférence. L'atmosphère était tendue. Certains savaient déjà que le lendemain matin pouvait se terminer dans la mort. Les prévisions météo pour Cap Canaveral étaient alarmantes. Les températures devaient tomber à seulement 26 degrés Fahrenheit. Jamais une navette spatiale n'avait décollé par un froid pareil. Mais pour les personnes extérieures, cela paraissait peut-être anodin. Mais les ingénieurs connaissaient un détail extrêmement dangereux. Les propulseurs à poudre de Challenger étaient scellés par ce qu'on appelait des joints toriques, des O-rings, de petits joints sans caoutchouc dont le rôle était vital. Ils empêchaient les gaz extrêmement chauds de s'échapper des boosters et donc ces gaz atteignaient des températures de température proches de 3200 degrés Celsius et précisément c'est d'où ces joints perdaient leur élasticité dans le froid. En dessous de 53 degrés Fahrenheit, ils devenaient rigides, trop rigides pour se dilater suffisamment vite et assurer une étanchéité parfaite. Si une ouverture apparaissait, le gaz brûlant pouvait jaillir vers l'extérieur comme la flamme d'un chalumeau. Cela signifiait une seule chose, si le joint échouait, toute la navette serait perdue. L'un des ingénieurs, Roger Boisjoli, lança des avertissements particulièrement insistants. Encore et encore, il répétait qu'il ne fallait pas décoller. Le risque était beaucoup trop élevé. Au fil de la nuit, ces paroles devinrent de plus en plus désespérées, mais de l'autre
l'autre côté de la table se trouvaient des responsables soumis à une pression énorme. Le programme des navettes avait déjà subi plusieurs retards. Les médias attendaient, les politiciens attendaient, les écoles attendaient. La NASA voulait prouver que le système des navettes était fiable. Chaque report supplémentaire aurait ressemblé à un recul. La discussion dura pendant des heures, puis une phrase fut prononcée, une phrase qui deviendrait célèbre par la suite. Enlevez votre casquette d'ingénieur et mettez votre casquette de manager. Autrement dit, ne réfléchissez plus comme des techniciens. Pensez aux délais, aux attentes, à l'image globale. À la fin de la nuit, quelque chose de décisif se produisit. Malgré tous les avertissements, Morton Thiokol donna son autorisation pour le lancement. Et la NASA l'accepta. La décision était prise. Ce qui rendait la situation encore plus effrayante, c'est que ce n'était absolument pas le premier avertissement. Des rapports internes montrèrent plus tard que la NASA recevait déjà, depuis 1984, des signaux concernant les problèmes des joints toriques. Lors de missions précédentes, des dommages et des traces d'érosion avaient déjà été découverts. Et malgré cela, les lancements continuaient. Le joint torique était officiellement classé comme Criticality 1. Cela signifiait que si cette pièce échouait, la navette et tout l'équipage seraient perdus. Pourtant, peu à peu, on s'était habitué au danger. Et c'était précisément là que résidait le vrai problème. Pas seulement dans le matériau lui-même, mais dans une culture qui repoussait sans cesse les avertissements. Une culture où le succès devenait plus important que la prudence, une culture qui commençait à croire que la chance passée garantissait automatiquement la sécurité future. Ça a fonctionné jusqu'ici, donc ça fonctionnera encore. Cette idée devint un piège, et c'est exactement cette erreur de raisonnement qui allait provoquer une catastrophe quelques heures plus tard. Le matin du 28 janvier, le thermomètre indiquait effectivement seulement 26 degrés Fahrenheit. Malgré cela, Challenger reçut l'autorisation de décoller. À 11h38 et 13 secondes, le compte à rebours entra dans son dernier chapitre. Les moteurs de Challenger s'allumèrent. D'immenses nuages de fumée se répandirent autour de la rampe de lancement. Lentement, la navette quitta le sol. Des milliers de spectateurs présents sur place applaudirent avec enthousiasme, tandis que des millions de personnes à travers les États-Unis restaient hypnotisées devant leur écran de télévision. Les premières secondes semblaient parfaitement normales. Challenger gagnait de l'altitude. Sa vitesse augmentait constamment. L'équipage ne signalait aucun problème. Tout semblait se dérouler exactement comme prévu. Mais moins d'une seconde après le décollage, une caméra captura quelque chose que presque personne ne remarqua. De la fumée noire s'échappa soudainement d'une jonction sur le booster droit. C'était précisément ce que les ingénieurs avaient redouté. Le joint torique commençait à céder. Pendant un court instant, la fuite sembla se refermer d'elle-même. Des résidus fondus provenant du moteur colmatèrent temporairement l'ouverture. Vu de l'extérieur, tout paraissait encore stable. Personne dans le public ne pouvait imaginer que la catastrophe avait déjà commencé. Dans le centre de contrôle, la voix du pilote Michael J. C. Smith retentit, calme et professionnel. Roger, go with throttle up. Ce furent les dernières paroles de l'équipage de Challenger jamais retransmises publiquement. 73 secondes après le décollage, la navette atteignit une altitude d'environ 14 000 mètres et se déplaçait plus vite que le son. C'est précisément à ce moment que les contraintes aérodynamiques atteignirent leur maximum et soudain, le colmatage provisoire céda définitivement. Un jet de feu aveuglant jaillit du booster droit directement vers l'immense réservoir externe de Challenger. Ce réservoir contenait plus d'1,5 million de livres d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide. En un instant, la structure fut éventrée. Le carburant s'échappa violemment. L'hydrogène et l'oxygène se mélangèrent. Une gigantesque boule de feu apparut dans le ciel de Floride. Pour les gens au sol, cela ressemblait à une explosion. Les caméras de télévision ne montraient plus que de la fumée, des flammes et des débris qui se dispersaient. Les commentateurs restèrent silencieux. Finalement, l'un d'eux dit d'une voix tremblante « Il semble clairement qu'il s'agisse d'une défaillance majeure. » Et à cet instant précis, tout le public crut que tout était terminé. Mais ce n'était pas toute la vérité, car les enquêtes menées plus tard révélèrent quelque chose de bouleversant. Challenger n'explosa pas au sens classique du terme. Elle fut déchirée sous l'effet de forces aérodynamiques extrêmes. Alors que le réservoir externe se désintégrait et que les boosters partaient hors de contrôle, une partie de la navette resta étonnamment intacte. La cabine de l'équipage. C'était la structure la plus solide de toute la navette. La cabine ne brûla pas immédiatement. Elle ne fut pas non plus pulvérisée sur le champ. Au contraire, elle se détacha relativement intacte du reste de l'appareil.
l'appareil et continua sa trajectoire. Pendant environ 25 secondes supplémentaires, la cabine continua même à monter, toujours plus haut, jusqu'à presque 65 000 pieds, plus que le sommet de l'Everest, puis la chute commença. Et c'était précisément à ce moment-là que débuta la véritable tragédie. Les personnes au sol n'avaient de vue qu'une boule de feu. Personne ne savait que la cabine de l'équipage se trouvait encore dans les airs. À l'intérieur, un silence absolu s'était installé. Les moteurs s'étaient tus. La communication avec le centre de contrôle était coupée. Aucun signal radio, aucun contact. Seulement le hurlement du vent et le grincement du métal. Immédiatement après la destruction de la navette, la pression dans la cabine chuta brutalement. À cette altitude, l'air était extrêmement rare. L'oxygène devenait insuffisant. En même temps, de la fumée pénétrait dans l'habitacle, puis vinrent les forces G. En quelques secondes, les astronautes subirent des accélérations comprises entre 12 et 20 G. Cela représente une pression capable d'écraser violemment le corps contre le siège. La vision peut devenir noire. Les gens perdent souvent connaissance pendant quelques instants, mais ces forces ne durèrent pas longtemps. Lorsque la cabine entra en chute libre, les contraintes diminuèrent de nouveau, et c'est précisément pour cette raison que de nombreux experts pensent aujourd'hui que certains membres de l'équipage auraient pu reprendre conscience pendant la descente. D'astronautes engagés dans une mission historique, ils étaient soudain devenus 7 êtres humains enfermés dans une capsule métallique de plusieurs tonnes, fonçant sans contrôle vers l'océan Atlantique pendant 2 minutes et 45 secondes, presque 3 minutes. 3 minutes durant lesquelles ils ont peut-être compris qu'aucun secours n'arriverait. 3 minutes entre l'espoir et la certitude. 3 minutes que le public ne comprit jamais vraiment pendant des décennies. Et c'est précisément cela qui allait devenir l'une des questions les plus troublantes de toute la catastrophe. Quelques semaines après l'accident, une immense opération de recherche débuta dans l'Atlantique. Des navires de la marine américaine ratissaient la mer. Des plongeurs fouillaient parmi les débris les morceaux de métal et les restes de carburant à la recherche des vestiges de Challenger. Les images de la navette détruite étaient déjà gravées dans la mémoire du monde entier, mais personne ne savait encore dans quel état se trouvait la cabine de l'équipage. Le 7 mars 1986, le navire de récupération USS Preserver fit finalement une découverte décisive. Un grand objet apparut sur le sonar. À environ 30 mètres sous la surface de l'eau reposait une immense structure métallique. C'était la cabine de l'équipage de Challenger. Lorsque les plongeurs s'approchèrent et dirigèrent leurs lampes vers l'intérieur, un silence total s'installa, car la cabine n'avait pas été totalement pulvérisée comme beaucoup l'avaient imaginé. Elle était gravement endommagée. Le métal était tordu et écrasé. L'impact contre l'eau avait déformé la structure avec une violence terrible, mais sa forme générale restait encore reconnaissable. Les sièges étaient toujours alignés, les ceintures de sécurité étaient encore attachées, et ces détails bouleversèrent profondément les enquêteurs. Parmi les débris, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. Plusieurs systèmes d'oxygène de secours personnel avaient été activés. Ces appareils ne s'allumaient pas automatiquement. Chaque astronaute devait lui-même tendre le bras derrière son siège, trouver une poignée et l'activer manuellement. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Au moins certains membres de l'équipage étaient encore capables d'agir après la destruction de Challenger. Le système d'oxygène du pilote Michael J. Smith se trouvait dans une position qu'il lui aurait été extrêmement difficile d'atteindre lui-même. C'est pourquoi certains enquêteurs pensèrent plus tard qu'un autre membre de l'équipage l'avait peut-être activé pour lui. Peut-être Judith Resnick, peut-être Ellison Onizuka. Personne ne le saura jamais avec certitude, mais cette seule possibilité rendait la tragédie encore plus insupportable. Même dans leurs dernières 5 minutes, ils essayaient peut-être encore de s'aider les uns les autres. Les investigations révélèrent également que plusieurs interrupteurs dans le cockpit avaient changé de position. Certains systèmes avaient manifestement été manipulés manuellement. L'équipage semblait avoir tenté de reprendre le contrôle. Peut-être espérait-il rétablir l'alimentation électrique. Peut-être tentait-il de rétablir le contact avec le centre de contrôle. Peut-être cherchait-il désespérément une façon de survivre. Il n'était donc pas simplement resté immobile. Il se battait, et cette découverte détruisit peu à peu la version simplifiée présentée au public immédiatement après la catastrophe. Car soudain, une possibilité beaucoup plus douloureuse apparaissait. L'équipage aurait pu vivre une partie de la chute en étant conscient. Bien sûr, de nombreuses choses restaient incertaines. Personne ne pouvait déterminer exactement combien de temps certains astronautes étaient restés conscients. La dépressurisation, le manque d'oxygène et les contraintes physiques extrêmes
avait peut-être déjà provoqué l'évanouissement de plusieurs d'entre eux très tôt. Mais les systèmes d'oxygène activés et les interrupteurs modifiés prouvaient clairement qu'au moins pendant un certain temps, des actions conscientes avaient eu lieu. Et c'est précisément pour cela que la catastrophe de Challenger ne fut pas seulement un désastre technique, elle devint une tragédie profondément humaine, car il ne s'agissait plus uniquement de fusées et d'erreurs de conception, il s'agissait de 7 personnes piégées dans une situation sans issue, des personnes qui savaient peut-être qu'elles étaient en train de tomber, des personnes qui malgré tout essayaient probablement de rester calmes, des personnes qui même dans les derniers instants continuaient à prendre soin les unes des autres. Après la chute libre, la cabine de l'équipage se dirigea finalement vers l'Atlantique à une vitesse énorme, plus de 300 km par heure. L'impact fut dévastateur. Aucun être humain n'aurait pu survivre et pourtant ils se furent justement les dernières traces retrouvées dans la cabine qui racontèrent des décennies plus tard en une histoire bien différente de celle que l'Amérique avait entendue au départ. Parmi les morceaux de métal tordu, les enquêteurs retrouvèrent également des objets dits personnels appartenant à l'équipage, notamment des documents de Christa McAuliffe, des notes, des plans de cours, des feuilles d'équipé, feuilles d'édicombre écrites à Henri à la main, trempées par l'eau de mer. Donc ces découvertes touchèrent particulièrement les équipes de récupération, car Christa McAuliffe n'était pas seulement devenue astronaute, elle était avant tout enseignante, une femme ordinaire qui voulait montrer à des millions d'enfants que l'espace pouvait aussi être accessible à des gens ordinaires. Elle avait préparé 2 leçons qu'elle devait transmettre en direct depuis l'orbite. L'une sur l'histoire de la conquête spatiale, l'autre sur la vie quotidienne dans l'espace. Les enfants devaient comprendre que les astronautes n'étaient pas des super-héros inaccessibles, mais des êtres humains, exactement comme eux. Au milieu des systèmes d'oxygène activés, des panneaux de contrôle endommagés et des documents personnels, les feuilles de cours de Christa McAuliffe semblaient presque plus tristes encore que tout le reste. Ces pages trempées représentaient soudain un rêve brisé en plein vol. Elle n'avait pas décollé seulement comme membre d'équipage, elle était partie comme un symbole pour les enseignants, pour les élèves, pour les familles, pour toutes les personnes qui commençaient à croire que les voyages spatiaux n'étaient peut-être plus réservés uniquement aux pilotes d'élite et aux scientifiques. La NASA avait volontairement rendu cette mission extrêmement médiatique. Christa devait démontrer que le programme des navettes était devenu suffisamment sûr pour emmener des citoyens ordinaires dans l'espace. Dans les écoles de tout le pays, on avait installé des téléviseurs, des enseignants interrompaient leurs cours, des enfants dessinaient des fusées et rédigeaient des rédactions sur l'espace. Et c'est précisément pour cette raison que la catastrophe frappa le pays si profondément. Pas seulement à cause de l'explosion, mais parce que des millions de personnes étaient devenues émotionnellement partie prenante de cette mission. Quand Challenger s'écrasa dans l'Atlantique, ce ne furent pas seulement 7 vies qui disparurent. Une partie de la confiance s'effondra également. L'idée que la technologie pouvait tout contrôler, l'idée que le progrès signifiait automatiquement la sécurité, et peut-être aussi l'idée que les grandes institutions étaient toujours honnêtes à propos des risques. Alors que l'Amérique pleurait encore ses morts, une enquête commença déjà en coulisses. Et c'est à ce moment qu'un homme allait devenir l'une des voix les plus importantes de toute cette affaire, Richard Feynman. Le prix Nobel faisait partie de la commission d'enquête. Mais contrairement à beaucoup d'autres, il ne se contenta pas d'accepter les explications officielles. Il posa des questions dérangeantes. Pourquoi le lancement avait-il eu lieu malgré les avertissements? Pourquoi des risques connus avaient-ils été acceptés? Et pourquoi les témoignages des ingénieurs différaient-ils autant de ceux des dirigeants? Lors d'une audition devenue célèbre, Feynman réalisa finalement une démonstration qui fit le tour du monde. Devant les caméras, il prit un morceau du matériau utilisé pour les joints toriques, puis il le plongea dans un verre rempli d'eau glacée. Quelques instants plus tard, il ressortit le morceau de caoutchouc et essaya de le plier. Le matériau resta rigide, presque comme du plastique. Sans grand discours, Feynman venait de démontrer quelque chose d'essentiel. Aux températures du jour du lancement, le joint ne pouvait pas fonctionner correctement. Et la NASA le savait. Mais Feynman ne critiqua pas seulement l'erreur technique. Il attaqua également la culture qui avait conduit à cette décision. Plus tard, il écrivit l'une des phrases les plus célèbres de toute l'enquête. Pour qu'une technologie réussisse, la réalité doit avoir priorité sur les relations publiques, car la nature ne peut pas être trompée. Giroud
Cette phrase frappa la NASA de plein fouet, car soudain, il ne s'agissait plus simplement d'un joint défectueux, il était question d'illusion collective, de pression politique, de calendriers à respecter, d'une organisation qui avait commencé à ignorer les signaux d'alarme parce que les missions précédentes avaient malgré tout réussi. Le danger le plus grave n'était donc pas seulement le défaut technique, c'était l'habitude du risque. De nombreux historiens considèrent aujourd'hui que c'est précisément là la leçon la plus importante de la catastrophe de Challenger. Les grandes catastrophes ne naissent souvent pas d'une seule erreur, mais d'une multitude de petits avertissements ignorés pendant des années, et c'est exactement ce qui s'était produit avec Challenger. Pourtant, une partie de l'histoire resta longtemps dans l'ombre. Les détails concernant les dernières minutes de l'équipage, les systèmes d'oxygène activés, les possibles périodes de conscience, les tentatives désespérées de manipuler les commandes. Officiellement, les autorités expliquèrent 2 mois plus tard qu'elles avaient volontairement traité ces informations avec discrétion afin de protéger les familles et d'éviter une souffrance supplémentaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup se demandent si c'était réellement la seule raison, car la vérité était extrêmement difficile à supporter. L'idée que l'équipage ait pu vivre une partie de la chute en étant conscient rendait la catastrophe encore plus douloureuse, et cela soulevait des questions très dérangeantes. Le lancement aurait-il pu être empêché? La pression exercée sur la NASA était-elle devenue trop forte? Et jusqu'où une organisation peut-elle aller pour protéger son succès et son image publique? Feynman avait déjà averti à l'époque qu'une tragédie similaire pourrait se reproduire si la culture de sécurité ne changeait pas profondément. Des années plus tard, après la perte de la navette Columbia, beaucoup repensèrent précisément à cet avertissement. Mais encore une fois, il y avait eu des signaux d'alarme, encore une fois, des risques avaient été sous-estimés, et encore une fois, on voyait à quel point l'excès de confiance institutionnelle pouvait devenir dangereux. L'histoire de Challenger est donc bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire spatiale. C'est une histoire de décision humaine, de courage, de responsabilité et des conséquences qui apparaissent lorsque la vérité disparaît derrière l'optimisme. La catastrophe de Challenger n'a pas seulement laissé des débris au fond de l'Atlantique, elle a laissé des cicatrices dans toute une génération. Beaucoup d'enfants qui regardaient la télévision ce matin-là se souviennent encore aujourd'hui exactement de l'endroit où ils se trouvaient lorsque Challenger s'est désintégré dans le ciel. Pour certains, ce fut le premier moment de leur vie où ils comprirent que même les plus grands miracles technologiques pouvaient échouer soudainement. Et c'est peut-être précisément pour cela que cet événement s'est gravé si profondément dans la mémoire collective, parce qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une catastrophe spatiale, il s'agissait de confiance, de rêve et de la confrontation brutale entre l'espoir humain et la réalité. Dans les jours qui suivirent l'accident, les États-Unis furent plongés dans un silence étrange. Les chaînes de télévision diffusaient en boucle les images du lancement. Encore et encore, les gens regardaient la boule de feu apparaître dans le ciel bleu de Floride. Les journaux publiaient les portraits des 7 membres de l'équipage, leurs sourires, leurs familles, leurs biographies. Et parmi tous ces visages, celui de Christa McAuliffe occupait une place particulière, parce qu'elle représentait l'idée que n'importe quelle personne ordinaire pouvait accomplir quelque chose d'extraordinaire.